Bonjour à tous, je vous propose de répondre de manière pratico-pratique à la question qu'est-ce que la sophrologie via l'exploration d'une carte mentale. Alors voici la carte mentale en question avec ses 5 branches. Donc nous allons commencer par tenter de définir ce qu'est la sophrologie en nous intéressant à l'étymologie du terme sophrologie, qui est un mot constitué sur 3 termes qui sont sos, phrène et logos. Alors, je vais commencer avec le terme phrène. Phrène, ça veut dire l'esprit, la conscience. Alors déjà, ce terme nous permet de commencer à nous forger une définition de ce qu'est la sophrologie. On peut se dire que il doit s'agir d'un travail autour de notre esprit, de notre conscience. Ensuite, autre terme, sos. Donc, je vais évidemment évoquer la blague, ce n'est pas un SOS, donc SOS ça veut dire harmonie. Donc on peut se dire que finalement la sophrologie c'est probablement une technique qui va nous permettre de réaliser un travail autour de notre esprit, de notre conscience, de façon à éprouver davantage d'harmonie, de l'harmonie avec nous-mêmes mais aussi avec notre environnement. Et puis le dernier terme, logos. Logos, donc ça veut dire le discours, hein, par extension, c'est ce qui est devenu aussi la science. Donc finalement, ça nous amène à la question suivante. Est-ce que la philosophie, c'est une science? Alors pour ma part, je ne trouve pas que la sophrologie soit une science. Est-ce que c'est une philosophie? On peut se dire oui, c'est une philosophie de vie, pourquoi pas? Est-ce que c'est une méthode? Donc pour moi, en fait, la sophrologie, c'est effectivement une méthode. C'est une technique qui va nous permettre de vivre des expériences. Et les expériences qu'on va vivre en sophrologie vont nous permettre de mieux vivre le présent, de mieux vivre notre présent, de mieux l'incarner, d'être davantage présent à notre présent et éventuellement de nous libérer d'un certain nombre de troubles. La sophrologie, elle va nous permettre aussi de travailler sur le futur en préparant des événements futurs. Par exemple, se préparer à une évaluation académique, se préparer à un accouchement, se préparer à une opération chirurgicale, se préparer à une épreuve sportive et ainsi de suite. Pour le système nerveux, en fait, visualiser une situation du futur, c'est déjà presque la vivre. Donc du coup, ça va nous permettre de nous forger une expérience sur laquelle on pourra s'appuyer quand on vivra réellement l'expérience dans le futur. Et enfin, avec la sophrologie, on va aussi pouvoir réaliser un travail sur le passé. Alors le passé, évidemment, il est passé, hein, comme son nom l'indique. Donc les éléments passés, eh bien, on ne peut pas les changer. Donc le travail qu'on peut réaliser en sophrologie, c'est un travail sur l'acceptation d'événements passés, avec l'idée qu'on ne peut pas changer ce passé, mais on peut éventuellement changer le regard qu'on porte sur notre passé, ce qui nous permet de mieux l'accepter et de mieux vivre ensuite les choses. Alors, d'autre part, je dirais que la sophrologie, c'est aussi ce qu'on appelle en psychologie une médiation thérapeutique corporelle. Donc effectivement, la sophrologie va pouvoir être utilisée vraiment comme une médiation thérapeutique, donc qui procède d'un ancrage corporel et qui va permettre en fait de créer un espace de jeu transitionnel, au sens winnicottien, c'est-à-dire que l'expérience qu'on va vivre durant la séance de sophrologie, eh bien, elle va nous permettre de jouer avec les éprouvés du corps. Et dans ce jeu, eh bien, du sens peut émerger. Du sens, finalement, c'est-à-dire que des éléments qui existaient en moi, qui étaient informes, voire menaçants, parce que je ne pouvais pas me les représenter, eh bien, ces éléments vont progressivement prendre forme. Je vais progressivement, en fait, pouvoir me les représenter, je vais les élaborer, les incorporer à mon histoire, et ils vont ainsi perdre de leur caractère menaçant, ils vont devenir moins menaçants. Donc finalement, en fait, on peut dire que le recours à une médiation thérapeutique, c'est ce qui va permettre aussi de nourrir les processus de symbolisation. Alors, la personne qui a mis au point la sophrologie, c'est Alfonso Caicedo. Donc, il est né en 1932 à Bogota, en Colombie, et il est mort en 2017 en Espagne. Alors, il a fait des études de médecine et il est donc devenu psychiatre. Il a commencé à exercer
et il était relativement insatisfait des techniques qui existaient à son époque, qui étaient assez musclées, et du coup il s'est tourné vers d'autres techniques. Il a commencé par explorer l'hypnose. Il a ensuite découvert la phénoménologie. Alors la phénoménologie, c'est une philosophie qui finalement prône le retour aux choses mêmes. En opérant ce retour aux choses mêmes, on va finalement accueillir ces choses comme si c'était la première fois, c'est-à-dire en laissant de côté nos théories, nos jugements. En fait, on va vraiment se centrer sur les sensations, sur l'expérience même, et on va s'attacher à la décrire, ce qui peut permettre à du sens d'émerger. Voilà, on se sent vraiment sur le phénomène. Donc au passage, je souligne juste entre parenthèses qu'il existe d'ailleurs plusieurs méthodes qualitatives de recherche qui vont justement s'appuyer sur la phénoménologie. Par exemple, c'est le cas de l'IPA, qu'on appelle l'analyse phénoménologique interprétative. C'est le cas aussi de la microphénoménologie, par exemple. Donc en tout cas, Caicedo va être très influencé par cette phénoménologie, et d'ailleurs en sophrologie, on est en fait sans cesse à l'écoute de nos sensations, on est sans cesse dans l'accueil de nos vécus, dans l'accueil donc justement du phénomène expérientiel lui-même. Donc Caicedo finalement va continuer ses explorations, il va aller en fait en Orient où il va découvrir le yoga, il va découvrir le bouddhisme, il va découvrir le zen, et progressivement il va forger sa technique, la sophrologie, donc qui va naître dans les années 1960. Et quand il fonde aussi cette sophrologie, une force en fait qu'on peut lui attribuer, c'est d'avoir aussi forgé tout un vocabulaire spécifique pour la sophrologie, qui va permettre à la sophrologie de se démarquer de l'hypnose et puis de tout un tas de relaxations qui existaient déjà, comme par exemple le training autogène de Schultz ou encore la relaxation progressive de Jacobson. Alors, intéressons-nous, disons un mot sur les principes qu'on retrouve en sophrologie. Je vais évoquer les trois principes qui ont été initialement proposés. Le premier principe, et je vais les présenter assez succinctement, le premier principe, c'est le principe de réalité objective. Donc quand on parle de réalité objective, ça veut dire qu'en sophrologie, on n'est pas dans la pensée magique, on reste ancré dans le réel, avec l'idée que s'il y a des solutions à trouver à nos problématiques, eh bien les solutions, on va les trouver en nous-mêmes. C'est pas autrui qui va nous dire quelles sont nos solutions. On est le seul à pouvoir trouver pour nous-mêmes nos propres solutions. Autre principe, le principe d'action positive, avec l'idée qu'on va un peu mettre entre parenthèses le négatif pour essentiellement se centrer sur le positif. On est un petit peu dans l'idée d'une sorte de somatisation en fait, du positif, qui va aussi ouvrir sur tout un tas de possibles, nous permettre d'avoir une vision un petit peu plus étendue de ce qui se passe, des situations dans lesquelles on se trouve. Et puis le troisième principe, c'est le principe d'intégration du schéma corporel. Donc l'idée, c'est d'être bien dans ses baskets, de ne pas être à côté de ses pompes, avec cette idée que on s'inscrit vraiment dans la conquête de nous-mêmes, d'être bien avec nous-mêmes, parce que c'est d'abord en étant bien avec nous-mêmes qu'on va pouvoir s'ouvrir aux autres, rencontrer finalement autrui, l'ensemble du monde extérieur. Donc il y a l'idée finalement en sophrologie d'établir en nous un état de conscience étendu qu'on appelle parfois état de conscience sophronique, sur lequel je vais revenir dans un instant. Alors, évoquons les techniques qu'on trouve en sophrologie. Donc, globalement, on peut dire qu'il y a deux grandes techniques en sophrologie, qui sont les techniques de la relaxation dynamique, d'une part, et d'autre part, les techniques de la relaxation statique. Donc, dans la relaxation dynamique, donc on qualifie cette relaxation de dynamique parce qu'on va réaliser des stimulations physiques en réalisant des mouvements, donc il y a effectivement une certaine dynamique. Et une fois qu'on réalise ces mouvements, eh bien, on va vraiment être dans l'accueil des sensations, donc on retrouve la phénoménologie avec l'idée d'accueil du phénomène. Dans la relaxation statique, on va là aussi générer des stimulations, mais on va être cette fois-ci sur des stimulations qui sont davantage mentales. On va partir dans l'imaginaire à travers différentes visualisations mentales. Et à la suite de ça, on en revient à la même chose. On va accueillir des sensations. Les sensations qui sont là, on accueille toujours la même chose, le phénomène, donc l'expérience vécue. Alors évidemment, il y a des points communs concernant ces deux techniques. Alors ce qu'on vient d'évoquer, on a parlé de stimulation dans les deux types de relaxation. Dans l'une, ce sont des mouvements, dans l'autre, c'est plutôt l'imaginaire, mais on reste effectivement sur des stimulations qui sont réalisées.
qui vont finalement être à l'origine d'expériences suite auxquelles on va accueillir les sensations, le phénomène qui a été vécu. En règle générale, les séances en sophrologie sont vécues les yeux fermés. Alors évidemment, quand c'est pas confortable pour une personne, on peut garder les yeux ouverts. D'autre part, une particularité aussi de la sophrologie, c'est le langage, la voix particulière que le sophrologue va adopter, qu'on qualifie de tarpnos logos, ce qui veut dire discours agréable, monotone. Donc c'est une voix assez posée, assez justement monotone, assez neutre, qui va être utilisée par le sophrologue et qui va guider en fait pendant la séance. Donc c'est une voix qui est là en permanence, qu'on peut suivre ou pas. En tout cas, de mon point de vue, c'est important de se donner la liberté de la suivre ou de ne pas la suivre. En fait, il s'agit juste d'accueillir ce qui est là. La voix, elle est là un peu comme un fil d'Ariane. Elle va donner une certaine musique, un certain rythme à la séance. On peut aussi parler d'une présence, d'une contenance qui va être là, mais vis-à-vis de laquelle il faut se sentir libre. Et enfin, dernier point commun aux techniques, c'est que lorsqu'on réalise une séance de sophrologie, eh bien, on est dans un état dit sophroliminal. Alors, ça fait référence là au niveau de conscience. Souvent, l'état sophroliminal est décrit comme un état entre deux eaux, entre l'éveil et le sommeil. En fait, il s'agit plus spécifiquement d'un état qu'on qualifiera d'état de conscience modifié. Même si on utilise classiquement ces deux métaphores pour l'évoquer, c'est plus juste, on va dire, sur un plan neurophysiologique de parler d'état de conscience modifié. Donc par état de conscience modifié, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans notre état de conscience classique lorsqu'on est en état d'éveil habituel, parce que justement, il y a cette voix qui nous guide, parce qu'on porte notre attention sur des éléments qui changent, des éléments sur lesquels on a l'habitude de porter notre attention, et bien justement, notre état de conscience va un petit peu changer. Les pondérations sensorielles vont plus être les mêmes en particulier. Alors, évoquons la manière dont se déroule une séance de sophrologie. Donc une séance de sophrologie commence par ce qu'on appelle un dialogue présophronique. C'est ce qu'on appelle classiquement en fait en psychologie l'anamnèse. Globalement, c'est le temps d'échange pendant lequel je viens amener ma problématique et je la présente donc au sophrologue et le sophrologue va me proposer de réaliser telle séance, faire tel et tel exercice pour telle et telle raison. Et donc du coup, on se met d'accord autour de ça et puis la pratique elle-même va commencer. Alors la pratique va commencer par une première phase qu'on appelle l'induction. L'induction, c'est justement la descente vers cet état sophroliminal, un petit peu comme on parlera d'une descente vers le sommeil, à part qu'on va descendre, on va se diriger vers un état finalement de conscience modifié, ce qu'on a noté ici. Alors, comment ça va se faire ? Par exemple, ça peut se faire par centration sur les différentes parties du corps. Moi, souvent, je commence en proposant aux personnes de commencer par la perception des appuis du corps, parce que je trouve que c'est assez concret. Une fois qu'on a balayé un petit peu les appuis du corps, on peut porter son attention sur notre respiration, et puis ensuite porter notre attention plus spécifiquement sur telle partie du corps, puis telle autre, et ainsi de suite. Et progressivement, notre état de conscience va changer. Une fois que ça y est, on est dans cet état sophroliminal, on va entamer une phase qu'on va appeler la phase d'activation. C'est la phase pendant laquelle on va réaliser un travail sur une problématique spécifique. Alors, ça peut être un exercice de relaxation dynamique, par exemple un exercice où on va faire des mouvements, par exemple ce qu'on appelle les mouvements du karaté, qui peuvent permettre d'évacuer certaines tensions. Donc, on va mettre aussi une intention sur le mouvement qu'on va faire. Et puis, ça peut être aussi une stimulation imaginaire, où on va visualiser quelque chose. Alors je vais prendre un exemple un peu trivial qui est vraiment très, très caricatural, mais mettons j'ai des problèmes à m'endormir, et bien peut-être qu'en visualisant un endormissement qui se fait facilement et puis une nuit agréable de sommeil qui suit, qui repose, etc., peut-être que ça va me permettre de récupérer un meilleur endormissement et une meilleure nuit, un sommeil plus réparateur en fait. Donc évidemment, c'est un peu trivial, comme je le disais, parce que souvent quand il y a des problèmes de sommeil, il y a d'autres choses à travailler avant de travailler vraiment ces visualisations spécifiques. Mais pour schématiser, globalement, l'idée c'est que pendant la phase d'activation, on réalise ce travail sur une problématique assez spécifique. Une fois qu'on a fait ce travail d'activation, on va réaliser un petit temps de pause,
où on laisse les éléments s'intégrer en nous, les changements aussi se faire, s'ils doivent se faire en nous. Et puis suite à ce temps de pause, eh bien, vient le temps de la reprise. Alors pendant l'induction, on a réalisé cette descente vers l'état sophroliminal. Pendant la reprise, eh bien, on va réaliser la remontée vers notre état d'éveil habituel, donc notre état de conscience d'éveil habituel. Donc pour cela, eh bien, le sophrologue va me dire, bon bah voilà, à nouveau, vous allez ressentir vos points d'appui, puis vous allez peut-être aussi revoir la pièce dans laquelle vous êtes, vous allez réentendre tous les bruits de la pièce, vous allez peut-être aussi commencer à avoir envie de bouger, de vous étirer, de bâiller, etc. Et puis à un moment donné, je vais avoir envie d'ouvrir les yeux et je vais pouvoir ouvrir les yeux. À ce moment-là, le dialogue post-sophronique ou phénodescription va pouvoir avoir lieu. Donc c'est un échange qui va se faire avec le sophrologue autour de l'expérience que j'aurais vécue justement durant la séance. C'est un temps pendant lequel justement on parle de phénodescription parce que je vais décrire le phénomène expérientiel, tout ce que j'ai pu vivre. Alors ça peut se faire par un échange verbal, oral, ça peut se faire à l'écrit, ça peut se faire aussi via une production artistique. Il y a mille et une façons en fait d'exprimer cette expérience vécue. Alors pour résumer un petit peu l'ensemble, je vais évoquer un dernier élément qu'on retrouve classiquement en fait présenté dans les ouvrages de sophrologie qu'on appelle l'éventail des états et des niveaux de conscience. Donc on peut représenter de la façon suivante. Voilà, on retrouve globalement deux axes, un axe désordonné sur lequel on a les niveaux de conscience avec l'éveil, le sommeil et puis ici le niveau sophroliminal, donc cet état de conscience modifié. Et puis sur l'axe des abscisses, on a les états de conscience avec là ici 3 états de conscience, état de conscience pathologique, ici état de conscience normal et ici état de conscience étendu ou sophronique. Donc globalement, on peut imaginer la chose suivante. J'arrive donc chez le sophrologue, je suis dans un état de conscience normal. Je vais échanger avec le sophrologue, avoir ce dialogue pré-sophronique, réaliser cette anamnèse dont nous venons de parler. Le sophrologue me propose la séance et réalise l'induction. Avec l'induction, je vais progressivement en fait, avoir mon niveau de conscience qui va changer. Je vais quitter mon état d'éveil habituel pour entrer dans cet état sophroliminal. Une fois que je suis dans cet état sophroliminal, donc après l'induction, le sophrologue passe à l'activation. L'activation va me permettre de vivre différentes choses et peut-être que ça va me permettre de me déplacer, comme c'est indiqué ici sur ce graphique, à ce niveau-là. Donc voilà, il y a des choses qui se vivent. Ensuite, le sophrologue va me proposer de faire une pause et va me proposer ensuite de faire la reprise, donc cette remontée vers mon état d'éveil habituel. Et une fois que je suis tout à fait éveillée, eh bien, le dialogue post-sophronique, donc la phénodescription, va pouvoir avoir lieu. Donc, on remarque une chose, c'est qu'il y a tout un parcours finalement qui se fait pendant la séance. Alors là, évidemment, je l'ai représenté de cette façon-là. Parfois, on est dans un état de conscience normal, on va dans le niveau sophroniminal, on revient dans un état de conscience normal. Mais parfois, il y a des choses qui se jouent où finalement notre état de conscience, un petit peu échangé, va davantage s'ouvrir en fait. Et du coup, finalement, donc là, si je prends ce cas de figure, on est à l'issue de cette séance, donc on était au départ dans un état de conscience normal, et à l'issue de la séance, on est dans un état de conscience étendu, sophronique, et justement, parce que à ce moment-là, on est dans cet état de conscience étendu, finalement, on n'a plus la tête dans le guidon face à nos problèmes, et on va peut-être à ce moment-là être en mesure de trouver des solutions à nos problématiques qu'on va trouver en nous, qui sont des solutions conscientes ou inconscientes, mais en tout cas, voilà, on peut à ce moment-là trouver des solutions. En fait, pour donner une image, on peut prendre celle d'un lapin, par exemple, qui se promène tranquillement, c'est le printemps, il admire les petites fleurs autour de lui, et puis à un moment donné, il y a un prédateur qui surgit. À ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, notre lapin, il va être tellement centré sur le prédateur, finalement sur son problème, qu'il va peut-être plus être en mesure de voir le trou de terrier qui est juste à côté de lui, dans lequel il peut se réfugier. Et donc, finalement, c'est ce qui se passe quand on est dans une situation où on est stressé, où finalement, on va être tellement centré sur la situation, sur ce qui nous stresse, qu'on ne va pas être en mesure de voir comment s'en sortir. Et donc, via une pratique de sophrologie, mais évidemment, ce n'est pas que la sophrologie, il y a d'autres techniques qui vont aussi le permettre, mais en tout cas, voilà, avec cette expérience de la sophrologie, peut-être que justement, on va être en mesure de prendre le recul nécessaire
qui va nous permettre de trouver en nous notre propre solution. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ce qu'est la sophrologie de façon assez pratico-pratique. Donc j'en ai fini avec cette carte et je vous dis à bientôt pour une prochaine carte mentale ou une prochaine vidéo.